Bien, donc on va s'intéresser à un exercice sur détermination d'une inductance pour un circuit magnétique. Alors cet exercice est tiré de ce livre Électrotechnique et énergie électrique de Luc Lann aux éditions Duno. Enfin, il est un peu adapté, mais le centre de l'exercice est basé dessus. On va commencer par un cas un peu plus simple. On va juste pour se rappeler un peu la méthode. On va considérer un circuit magnétique, donc linéaire, homogène, isotrope avec une perméabilité magnétique suffisante qui assure que les lignes de champ sont parfaitement canalisées. Et ce dispositif est excité donc par N spires parcourus par un courant I. On va supposer que les spires entrent, comme je l'ai indiqué ici, dans le centre. Donc le courant passe comme ceci, si vous voulez, le courant I passe comme cela. Voilà. Et la section est S, on prend une ligne moyenne, un côté du carré enfin, en supposant une ligne moyenne de longueur L. Et on va essayer de déterminer l'inductance de ce dispositif. Donc j'ai bien sûr choisi de prendre un contour C que j'ai orienté. Bon, l'orientation est comme on le souhaite, mais une fois que j'ai orienté le contour C, je dois orienter en conséquence la surface adaptée. Et ce contour C, finalement, suit la ligne de champ moyenne qui va être ainsi définie. Alors, le premier point qu'on peut noter, c'est qu'on a, du fait qu'on a divergence B qui vaut 0, on sait que le champ magnétique est à flux conservatif, donc B à flux conservatif. Et vu que donc, le flux sera le même en toute section droite du matériau, et vu que la section est uniforme dans le matériau, on aura en fait la norme de B qui sera, la norme de B moyenne, donc qui sera uniforme au sein du dispositif. Donc il y aura en fait une seule valeur de B au sein du dispositif. Voilà, donc voilà. Norme de B uniforme, que j'appellerai B par la suite, d'accord, uniforme au sein du matériau. Et le matériau étant supposé linéaire, homogène, isotrope, on sait qu'on aura de plus B qui vaudra mu0, mu r h, avec h l'excitation magnétique. Donc si je combine ces deux résultats, eh bien, je vois que H aussi sera uniforme, enfin, en norme bien sûr, il va changer de direction, mais en norme, H sera également uniforme au sein du matériau, ce qui simplifiera le calcul de sa circulation. Donc H uniforme au sein du matériau. Alors maintenant, pour déterminer H, eh bien, on pratique toujours de la même manière, d'accord. On va commencer par appliquer un théorème d'Ampère pour l'excitation magnétique. Bien sûr, dans le cadre de la RQS, on suppose une fréquence relativement adaptée du type fréquence hertzienne. Et donc, si j'applique un théorème d'Ampère, je sais que la circulation sur un contour C quelconque de la circulation scalaire dl, c'est égal à l'ensemble des I enlacés, d'accord. Alors, si j'ai pris le contour C tel qu'indiqué sur le schéma, je vois que le vecteur surface est rentrant par rapport à nous, ce qui est également le cas des courants. Donc les courants seront bien comptés positifs. D'accord, donc j'aurai bien ici n fois i. Ne pas oublier qu'il y a n courants qui vont traverser le contour, mais bien s'appliquer sur l'orientation. Et maintenant, si je calcule, donc tout l'intérêt, c'est que j'ai choisi, en fait, l'idée, c'est que le h, que je peux représenter ici, si je veux, comme ceci, voilà, et qui sera comme cela ici, etc., etc., et puis comme cela là, eh bien, pardon, ce h, en fait, que je vais refaire ici maintenant, pardon, le h voilà, qui est représenté, le h étant en tout point collinéaire au contour dl, j'aurais d'où l'intérêt d'avoir pris la ligne de champ, enfin le contour selon une ligne de champ, j'aurais simplement sur le contour h dl, et h étant uniforme, j'ai donc h fois l'intégrale ddl, et la ligne moyenne fait 4 fois la longueur du dispositif, donc h fois 4L. Et donc j'en conclus que l'intensité de l'excitation magnétique vaut Ni sur 4L. Il me reste maintenant à réexploiter ce qui est marqué juste au-dessus, le caractère linéaire
du matériau, ce qui me donne que B, ce sera mu0 mu-R NI sur 4L. Maintenant que je dispose du champ magnétique, en tout cas de son intensité, je peux calculer le flux magnétique à travers l'ensemble du bobinage. Donc maintenant je vais calculer, donc après avoir fait ce calcul-là, je vais passer au calcul du flux magnétique. Donc le flux total à travers les n-spires. Encore une fois, si vous orientez, une remarque qu'on peut faire, j'ai orienté comme ceci, encore une fois, les spires sont orientés comme cela, donc le vecteur surface ds des spires ici, ds', disons pour le différencier de l'autre, est comme ceci, donc ds' sera bien dans le sens de h et dans le sens de b, donc le flux total, alors déjà qui est n fois le flux à travers une spire, ça sera n fois l'intégrale d'U des BDS. Pour simplifier dans cet exercice, on prend toujours le champ magnétique uniforme. Ce qu'on calcule, en fait, c'est une sorte de valeur moyenne sur la section. Et donc, dans ce cas, vu qu'on vient de dire que B, ici, j'aurai B, si vous voulez, j'aurai un B qui sera comme ceci. Et donc, B et DS seront collinéaires et de même sens. Et donc, ça me fera juste avec un B uniforme B fois S, et ça me fera N fois B fois S. Et donc finalement, si je reprends la formule au-dessus, ça me fait mu0, mu-R sur 4L, N carré, S et I. D'accord. Par rapport à cette formule-là, il suffit de rajouter N et S en multiplication. Voilà. Et on sait que le flux, par définition, or, par définition de L, inductance propre, est défini par le fait que phi tot c'est égal à Li, et on en déduit donc que le L, c'est mu0 mu-R, N carré, S sur 4L, la longueur totale, si vous préférez. Donc on obtient ce résultat-là, bon, qui est un résultat assez classique. En particulier, le point important que vous devez toujours retrouver, alors quelques points, c'est que, eh bien, bien évidemment, vous avez toujours une inductance qui sera en n carré, donc vous avez toujours cette chose-là, d'accord, l'inductance propre est toujours en n carré. Si vous ne trouvez pas inductance propre en n carré, c'est que vous en avez oublié un quelque part, encore une fois, parce que le champ magnétique est proportionnel à n, il y a n contours qui vont donc faire comme s'il y avait n fois le courant, et vous traversez les n spires, donc d'où le n carré à la fin. Bien sûr ici, tout l'intérêt d'après un matériau ferromagnétique, c'est qu'on va avoir une inductance qui est multipliée par mu-r, donc qui est beaucoup plus importante que l'inductance disons, créé par le même nombre de spires sans la partie magnétique. Donc voilà pour ce petit rappel. Bon, ce n'était pas forcément extrêmement long, mais c'était juste pour rappeler la méthodologie pour trouver l'inductance. Et maintenant, on va essayer de s'intéresser à un exercice dans la même idée, mais un peu plus compliqué. On va essayer de trouver l'inductance, mais du circuit qui est ici. Donc la différence essentielle, c'est que vous voyez qu'il y a entre guillemets un second morceau pour le circuit. Alors, ce qu'on peut essayer de noter d'abord, c'est voilà, que va-t-il se passer? Il y a un champ magnétique qui va être généré. Et alors, il y a toujours ces longueurs L, la section c'est toujours S, le matériau est toujours linéaire, homogène, isotrope, la perméabilité c'est mu-R, on ne tient pas compte des pertes magnétiques. Les hypothèses générales sont les mêmes, c'est juste le circuit qui est en 8 au lieu d'être juste un carré. On peut essayer déjà de représenter le champ magnétique dans les différents domaines. Alors là, il va y avoir un certain champ magnétique qu'on peut. Voilà, je vais faire les mêmes flèches là où il est pareil, donc je peux avoir un. Là, ici, je vais avoir un certain champ magnétique, ici, dans cette zone-là. Alors, pourquoi? Parce que conservation du flux magnétique, vous voyez, là, j'ai une seule section. Donc, le champ magnétique ici, en norme, est forcément le même qu'ici. Et puis, voilà, tout ça, ça se suit. C'est comme de l'eau qui traverserait une section fixée. Le flux magnétique étant le champ magnétique étant à flux conservatif, vous avez forcément le même champ magnétique en norme. Donc, si vous voulez, je peux appeler ce champ-là, je vais l'appeler, par exemple, B1, ici. Cette zone-là, on a un certain champ bien. Alors, il change de direction, mais sa norme reste la même, d'accord? Et vous pouvez aussi associer dans cette zone-là un certain H1, d'accord, qui sera l'excitation magnétique, qui n'est pas secrète, qui est donnée par B égale mu0 mu-R fois H. Voilà. Alors, mais bien sûr, lorsque vous arrivez ici, on comprend bien que le champ magnétique il peut se partager en deux. Parce que le champ magnétique il peut tout aussi bien passer ici que là. Et donc, a priori, c'est comme si vous prenez des courants, un courant électrique, et puis vous avez deux possibilités possibles de passage.
Donc le flux va se partager. Comment? C'est justement l'idée d'exercice. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore, mais on a une certaine partie du champ magnétique qui va passer par ici. Voilà. Et puis il y a une certaine partie du champ magnétique qui va prendre l'autre direction. Et de la même façon, vu qu'il n'y a rien d'autre de particulier ici, la section restant la même, là par contre, vous aurez toujours le même flux magnétique sur cette zone-là, comme ceci ici, comme ceci. Et après, bien sûr, les deux champs magnétiques. Donc là, on va mettre des noms simplement pour l'instant. Alors on aura, pardon, oups, on va un peu trop vite, on va remettre des noms maintenant, donc on va appeler ça par exemple B2, et puis H2 associé, et puis ici je vais appeler ça B3, et H3 associé. Et voilà, alors pour résoudre le problème, vous voyez ce qu'on a fait précédemment, en fait il n'y a quand même pas de mystère, on a trouvé l'expression de H et l'expression de B. Donc il faut trouver H et B, enfin si vous en avez un des deux, après vous aurez l'autre. Mais donc il faut trouver l'excitation magnétique et le champ magnétique. Donc pour faire ceci, eh bien, vous voyez bien que pour l'instant, donc je veux toujours à nouveau trouver l'inductance, mais pour trouver l'inductance, il faut que je trouve les expressions des excitations et des champs magnétiques. Donc pour faire ça, l'idée c'est de trouver les BI et puis les HI. Alors, a priori, on pourrait penser qu'il y a 6 inconnus. Le point de départ est ici, vous avez 6 inconnus. Simplement, il ne faut pas oublier que chacun des BI et des HI est relié par BI égale mu0, mu R fois HI pour ce matériau linéaire homogène isotrope. Il faudrait faire attention, si les matériaux, il y avait plusieurs types de matériaux entre la première partie et la seconde partie, vous pourriez avoir des mu R différents. Mais ça ne changerait pas le fait que vous avez toujours des relations entre B et H. Donc en conséquence, vous allez obtenir 3 équations. Donc en fait, en pratique, si vous avez ceci comme idée, la réalité c'est qu'il n'y a vraiment que 3 réels, entre guillemets, inconnus. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé, par exemple, les expressions des excitations magnétiques, vous aurez automatiquement les expressions des champs magnétiques. Donc il n'y a que 3 réels inconnus à trouver, donc il n'y a vraiment que 3 équations à trouver, plus les 3 équations qui vont tomber immédiatement. Alors, bien, en fait, il n'y a pas de mystère. La seule façon de résoudre le problème, c'est d'écrire des équations de Maxwell. Donc, on va se baser sur la conservation du flux magnétique et sur la conservation et sur le théorème d'Ampère avec l'équation d'Ampère dans les milieux magnétiques. Voilà. Donc, je peux commencer par l'idée de la conservation du flux magnétique. Donc, on va exploiter une première idée, c'est la conservation du flux magnétique qui est tirée de divergence B égale 0. Alors on l'a déjà plus ou moins exploité, cette conservation du flux magnétique, sauf à un seul endroit. On l'a déjà exploité, la conservation du flux magnétique. Alors je remonte où? On l'a exploité sur le fait que voilà, la partie bleue, c'est partout la même. La partie rouge, c'est partout la même. La partie verte, c'est partout la même. Mais ce qu'il nous faut exploiter, c'est en ce point-là. Il nous faut exploiter la conservation du flux magnétique à ce niveau-là. Et donc vous voyez bien que le flux arrivant, il se partage en deux. Donc écrivons ceci. Le flux qui arrive, c'est donc B1 fois la section S, et il se partage en B2 fois la section S, plus B3 fois la même section S. Donc on peut bien sûr automatiquement simplifier par le S, pour obtenir finalement que B1 égale B2 plus B3. Donc voilà notre première équation, qui était un premier lien entre les différents champs magnétiques. Voilà. Maintenant, on continue avec... bon, là, c'est exploité. On a utilisé tous les cas possibles de conservation du flux magnétique en tous les points du circuit. Alors, bien sûr, il y aurait la partie du bas, mais la partie du bas, c'est la même chose. Ça revient sur la même... Si vous voulez, c'est un nœud ici, en fait, de flux magnétique. Et c'est le même nœud ici, finalement. Alors, maintenant, je passe à l'exploitation de... en fait, le théorème d'Ampère, comme précédemment. Bon, je vais aller un tout petit peu plus vite peut-être que tout à l'heure, mais l'idée va être la même. Donc quand je vais exploiter le théorème d'Ampère, bien sûr pour H, je peux préciser, théorème d'Ampère, bien évidemment appliqué pour l'excitation magnétique, toujours dans les milieux magnétiques. Donc pour H, je ne reviens pas sur la question d'orientation que j'ai déjà bien développée dans la première partie. Alors en fait l'idée c'est qu'on peut considérer deux circuits. On va considérer un premier circuit, pardon, on va considérer un premier circuit ici. Donc le premier circuit à considérer, on peut considérer cette ligne-là, d'accord, que je vais orienter comme
comme cela. Donc je vais considérer une première ligne qu'on peut appeler un premier circuit que je vais appeler C1. Et on va appliquer un théorème, simplement il y aura deux valeurs de H, il y aura une valeur de H1 sur 3 parties, puis la valeur H2 sur la quatrième partie. Et ça va bien enlacer les N courants, les NI courants. Voilà. Donc si on applique une première fois sur cette maille-là, donc sur ce que j'ai appelé C1, donc si on applique d'abord sur C1, encore une fois, on a bien développé la première fois le théorème d'Ampère, donc si vous avez besoin de le faire une deuxième fois, vous pouvez aller un peu plus vite. Donc ça fait 3 longueurs L fois H1. Ça, c'est la partie bleue, je peux vous montrer rapidement. Cette portion-là, et puis cette portion-là, mais pas la dernière portion de là, bien sûr. Plus la portion H2 qui était en vert, d'accord, plus H2 fois L. Et ça fait NI. Tous les courants seront enlacés. Donc ça, c'est la deuxième relation qu'on peut écrire. Voilà. Et il y a une dernière relation qu'on va écrire, c'est exploiter encore une fois la loi, cette même loi, mais pour un circuit qu'on va dessiner, alors en me décalant un tout petit peu, mais c'est pas très gênant. Donc je vais considérer ce circuit dans cette portion-là. Voilà, je peux appeler ça, par exemple, avec C2, comme ceci. Il faudra bien faire attention à l'orientation. D'accord. Voilà. Alors là, il n'y a pas de courant enlacé. Et donc, vu qu'il n'y a pas de courant enlacé, eh bien, simplement, la somme des courants enlacés fait 0. Donc, vous voyez, vous allez avoir H3 ici sur cette portion-là que je suis actuellement. Vous aurez H3 qui est dans le sens de C2. Par contre, il faudra faire attention que quand vous remontez, le contour C2, il est orienté à l'opposé de H2. Donc, finalement, sur C2, si maintenant je fais la deuxième expression sur C2, j'aurai donc 3L fois H3 moins, du fait de l'orientation, L fois H2 égale 0. On pouvait bien sûr prendre la toute grande maille si vous voulez, mais ça fait une combinaison. On peut faire une dernière, on aurait pu faire un dernier cas, mais ça c'est redondant. Si on applique une grande loi sur une grande maille qui ferait tout le tour comme ceci, en fait c'est une combinaison linéaire des deux autres, donc on n'aura pas plus d'informations. Donc on a bien nos trois équations pour nos trois inconnus, il n'y a plus qu'à résoudre. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer, bon, celle-là, on peut la simplifier un tout petit peu assez rapidement. On peut simplement noter que 3H3, ça sera égal à H2. Et on peut appeler ceci, dire que c'est la relation 3. On peut appeler celle-ci la relation 2. Et on peut appeler celle-ci la relation 1. Alors, simplement, la relation 1, on peut très vite... la relation 1, elle peut très vite devenir 1', simplement grâce à B égale mu0, mu RH. Et donc on peut se ramener rapidement à des grandeurs qui ne font apparaître que les excitations magnétiques. Il faudrait faire attention, là effectivement, si vous avez différents mu-R dans le matériau, il ne faudrait pas mettre le même mu-R partout, mais ça ferait juste des rapports de, par exemple, mu-R2 sur mu-R1. Ça serait un peu plus compliqué pour les calculs, mais ça ne changerait pas de façon très générale l'exercice. Voilà, donc ça c'est 1', d'accord. Et maintenant, le 1', on peut le combiner avec l'équation 3 pour faire disparaître, par exemple, Oui, on peut le combiner avec l'équation 3 pour faire disparaître le H3. Et j'aurai donc H1. Donc ça va entraîner. Donc j'ai H1 qui va être égal à H2. Et là, si donc j'utilise la relation 3, avec 3, qui me donne que H3, en fait, c'est H2 sur 3, plus H2 sur 3, et j'en déduis que ça fait 4 tiers de H2 pour H1. D'accord? Donc ça, en fait, ça serait en seconde, si vous voulez. Là, encore une nouvelle variante de 1. Voilà. Et ensuite, maintenant, il me reste simplement à éliminer H2, parce que c'est plutôt H1 dont j'ai besoin, et j'y reviendrai plus tard. Donc ça, c'est équivalent au fait que H2... c'est 3H1 sur 4. Et j'ai simplement besoin de remettre après, maintenant j'exploite la dernière relation. Donc maintenant je reprends 2, qui est ici, et qui devient équivalente à, avec la relation qu'on a trouvée, ça fait 3LH1 plus L fois H2, qui vont en fait 3 quarts de H1, et ça fait NI. Voilà. Donc ça nous fait LH1, on a 3 sur 3, donc 3 qui ferait 9 sur 3.
Plutôt on va le faire avec 4 parce qu'on a 4 pardon, accumulateurs, donc ça fait 12 sur 4 et on a 12 et 3 qui font 15 et donc ça fait 15 quarts, voilà, pour 3 plus 3 quarts. Et ça fait NI. Et finalement, H1, ça fait 4NI sur 15L. Voilà. Voilà la nouvelle valeur de H1 dans ce dispositif. Donc reprenez bien la méthode si nécessaire. Et donc là, j'ai trouvé l'expression de H1. C'est bien H1 dont j'ai besoin parce que vous voyez, quand je vais calculer le flux, hein, c'est bien le flux. Pourquoi je garde H1? Parce que le flux qui compte à travers les spires, c'est bien le flux du champ magnétique 1. Donc il me faut bien, en fait, c'est important ici d'avoir bien la valeur de H1, donc de B1. Voilà. Pour ça, j'ai préféré calculer H1, mais tous les autres sont déduits. Maintenant, si j'ai besoin des autres, je peux remonter tous les calculs pour trouver les autres expressions. Donc, on peut dire d'où, voilà. Donc, B1, ça sera mu0 mu R H1, c'est-à-dire 4 mu0 mu R NI sur 15L. Voilà. Et maintenant, on applique la même méthode avec le flux total. Et on en déduit que le flux total, on fait juste fois N fois S. Ça, c'était le champ, pardon. Et on fait fois N fois S pour avoir le flux total. Ce qui fait 4 mu0 mu R N carré S sur 15L fois I. J'y arrivé par N fois S, mais comme tout à l'heure. Et d'où la nouvelle valeur de L. Et on en déduit donc la nouvelle valeur de L qui vaut 4 mu0 mu R N carré, toujours N carré, sur 15L. Alors en toute rigueur, l'exercice ne demandait pas exactement de calculer L. L'exercice demandait de trouver quel doit être le nombre de spires N. Donc, la question était plutôt en fait N pour que L égale 20 millihenry. Voilà, avec les valeurs qui étaient fournies dans l'énoncé, on avait une longueur de 10 cm, petit l, sauf erreur, valait 10 cm. La section était de 20 cm², bien pensé à mettre des mètres carrés, donc 10 moins 4 mètres carrés. Le mu R valait 1500. On avait, et donc avec ceci, et 4 pi 10 moins 7 pour mu0, on trouve que N vaut 45. Donc en fait, si on prend la valeur entière, on trouve qu'il fait avec 45 spires, vous arrivez à générer l'inductance de 20 mA. Bien sûr, ceci est possible parce que vous avez un matériau qui est fortement ferromagnétique. Sinon, vous ne pourriez pas, enfin, qui a une perméabilité magnétique importante. Sinon, il faudrait beaucoup plus de spires pour obtenir ce genre d'inductance. Donc voilà, donc encore une fois, pour la méthode, d'accord, hein, appliquer autant de fois que nécessaire ces relations. Alors justement, on peut se dire, mais finalement, ça ressemble quand même fortement à un exercice où on appliquerait une loi des nœuds en électricité, ici, et puis après on ferait des lois des mailles. On a fait comme deux lois des mailles et puis une loi des nœuds. Alors en fait, c'est tout à fait transposable si on connaît, alors c'est pas au programme, mais on peut en dire un mot. En fait, si on reprend le premier exercice, hein, en fait, symboliquement, quand vous avez un système, si on reprend le premier exercice, vous aviez un certain flux, et on voyait que le flux valait en fait mu0 mu R S sur la longueur totale qui valait 4L, d'accord, fois NI. Et en fait, on peut définir une grandeur, donc hein, ça c'est pour un exercice de ce type-là, symboliquement c'est comme ceci. Vous avez une certaine excitation électrique par le courant. Vous avez un certain I avec N spire. Ça va être le NI, ça va être l'excitation que vous allez imposer. Et il y a un certain flux qui peut traverser votre matériau. Voilà. L total étant la longueur du matériau et S sa section. Et simplement, on définit une grandeur qu'on appelle la réluctance. Voilà. Et qui est simplement le rapport de l'excitation NI sur phi. Donc en fait, ici, NI jouerait le rôle de la tension et le flux magnétique jouerait le rôle de l'intensité du flux électrique. Et donc simplement, si on fait le rapport, on voit que la réluctance vaut L tot, la longueur du dispositif, sur mu0 mu R, fois la section. Si on préfère, on peut appeler mu la perméabilité du système, pas forcément relative, d'accord, mu0 mu R. Si on préfère introduire mu, d'accord, c'est aussi possible. Donc ça, c'est la définition de la réluctance magnétique.
Et en fait, la réluctance magnétique, elle vous indique comment le système tente à s'opposer au passage du flux magnétique. Parce que si on réécrit ça comme ceci, on voit que la réluctance magnétique, elle peut s'écrire Ni égale R phi. Donc vous voyez que pour une excitation donnée, donc ça c'est l'excitation, eh bien quand R augmente, phi décroît. D'accord? Donc en fait, si vous avez un matériau qui est avec une grande réluctance magnétique, alors le flux magnétique qui pourra le traverser sera faible. Inversement, bien sûr, si vous avez un matériau qui est ferromagnétique, un matériau ferromagnétique, ça canalise le champ magnétique, donc c'est traversé très facilement par le champ magnétique. Donc mu R, bien sûr, est très grand devant 1. Et pour un matériau ferromagnétique, mu R étant très grand devant 1, R s'effondre et à contrario, le flux magnétique augmente fortement. Donc quand vous avez un matériau ferromagnétique, c'est un matériau qui se laisse traverser facilement. Inversement, si vous imaginez un matériau comme ceci, par exemple, imaginez une situation où vous avez un matériau ferromagnétique, une couche d'air, et ici à nouveau un matériau ferromagnétique, ben cette couche d'air qui va être là, vu qu'elle a un mu R qui vaut 1, elle aura une reluctance beaucoup plus forte, et elle va plutôt empêcher le passage du courant. Voilà. Et c'est ce qui nous amène à la suite, parce qu'en fait, ces réluctances, on peut les associer. Alors, je vais pas faire, on peut faire les calculs, hein. Il suffit de faire des petits schémas, pour un peu comme on fait pour la démonstration de l'association des résistances. Alors, sans faire tous les calculs, en fait, lorsque vous avez des réluctances en série, eh bien, en fait, les réluctances vont s'ajouter. Donc, si vous avez ici R1 et si vous avez un R2, en fait, on peut montrer que c'est un R équivalent, et ce R équivalent, il vaut R1 plus R2. Donc en série, en fait, les réluctances s'ajoutent. La série, c'est simplement que c'est le même flux qui doit traverser les différents systèmes. Et par contre, alors comment ça se voit? C'est essentiellement parce que la réluctance, elle est proportionnelle à L total. Donc vous voyez, par exemple, si vous doublez le L, eh bien ça va doubler la réluctance. Donc si vous augmentez la taille du matériau, la réluctance augmente. Donc ça, c'est bien associé à un effet série, un effet d'augmentation en série. Et c'est très proche, dit autrement, vous savez qu'on peut rappeler la résistance électrique où on a L sur sigma S. Donc on voit bien qu'en transposant les notions, sigma devenant le mu, on peut transposer toutes les idées. Et alors en parallèle, ce serait ceci, en fait, c'est quand vous avez la situation où en fait vous avez à avoir le flux qui va se partager en deux. Donc forcément, si le flux se partage en deux, parce qu'il y a deux options de passage, eh bien ça a forcément un effet de faire diminuer la réluctance magnétique, parce que s'il y a plusieurs passages possibles, forcément que la réluctance va s'abaisser, et on le voit ici, si vous voulez, si vous avez une section, si par exemple vous avez deux réluctances identiques, de même section, c'est comme si vous aviez une section double en quelque sorte, donc forcément ce qui va s'associer, c'est les inverses, d'accord? Et si vous doublez la section, ça divise la réluctance par 2, donc dans ce cas-là, le 1 sur R équivalent, ça sera 1 sur R1 plus 1 sur R2. Encore une fois, vu que la formule est vraiment la même que la résistance électrique, les conditions vont forcément être les mêmes d'association. Voilà. Alors une fois qu'on est là, on peut aller beaucoup plus vite parce que en fait tout ceci, vous voyez, l'idée c'est qu'au lieu de faire à la main, pensez maintenant à un schéma électrique et dites-vous, ah oui, si j'ai plein de résistances dans un circuit, je peux soit faire toutes les lois des nœuds, soit les lois des mailles, mais je peux aussi penser à l'association des résistances. Et si vous utilisez l'association des résistances, série parallèle, vous pouvez très facilement faire l'exercice beaucoup plus rapidement. Donc c'est ce qu'on peut faire maintenant. Alors c'est ce que j'ai représenté en dessous. Vous voyez comment j'ai représenté le schéma? Que représente cette partie en bleu? Cette partie en bleu, elle représente cette partie-là. Vous voyez, elle représente la partie que j'ai fait en bleu ciel ici, mais qui est cette partie-là que je peux repasser en bleu de façon plus importante maintenant, enfin, qui est, je ne vais peut-être pas le refaire ici, mais qui est donc la partie là, et donc qui est cette longueur-là, et cette longueur-là. Donc j'ai bien trois longueurs qui sont bien en série. Oui, c'est bien le même champ magnétique qui passe comme ceci ici, donc le même flux. Donc ces trois parties sont bien en série et définissent une résistance, une certaine réluctance. Ensuite, vous avez deux portions en parallèle qui sont celle-ci et celle-là, où le flux se partage en deux. D'accord? Donc finalement, on pourrait imaginer un circuit équivalent. Vous auriez une excitation qui serait Ni, et vous avez une première réluctance R1, les trois portions là, et les deux réluctances là. Donc pour le calcul des réluctances, c'est assez vite fait. Vous avez R1 qui vaudra simplement la longueur totale 3L sur mu, mu étant mu0, mu R, S. Vous aurez R2 qui sera simplement la longueur L.
sur par contre le même mu et le même S, et vous aurez R3 qui est 3L à nouveau sur mu S. Et forcément, le R équivalent, comment trouver le R équivalent? R équivalent, c'est forcément le R1, plus après R2, R3 qui sont, eux, en parallèle. Mais une fois que vous les avez regroupés, R2, R3 regroupés font une réluctance équivalente, qui sera bien en série avec R1. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à finir le calcul, mais bon, alors si on tente de le faire sans se tromper, ça fait 3L sur mu S, plus L sur mu S, fois 3L sur mu S, sur L sur mu S, plus 3L sur mu S, il y a au moins un mu S qui disparaît, R équivalent, donc c'est 3L sur mu S, je peux simplifier un des mu S là, et là j'ai 3L carré sur 4L, ce qui me fait donc 3 quarts de L, donc plus 3 quarts de L mu S, et si j'ajoute les deux, d'accord, en remuant par 4 ici, on retrouve le 15 quarts de tout à l'heure, 15 quarts de L mu S, et sachant que, or, vous savez que NI, ça doit faire le R ec phi, d'accord, et vous en déduisez donc que le phi, qui est le fil total, que j'ai calculé tout à l'heure, le phi total, ça fait donc NI fois 4, maintenant je vais repasser avec le mu 0 mu R, Ops. Excusez-moi, c'est pas le flux total, c'est le flux. Là, il y a une faute, excusez-moi. C'est le flux à travers une seule spire. Ça, c'est important, je vais te le redire tout à l'heure, mais ça, c'est le flux à travers une spire. Et à travers la section droite, pardon. Donc, c'est pas le flux total, c'est bien le flux à travers une spire. Et donc, ça fait NI sur R carré. C'est flux, donc section, si vous préférez. C'est là qu'on va se tromper, effectivement. Et si vous remplacez, vous retrouverez bien que ça fera donc NI fois le Rec qui vaut donc 15 mu 0 mu R S sur 15L, c'est-à-dire, et donc maintenant si je calcule le flux total, eh bien c'est N fois le flux à travers une spire, ce qui fait bien donc 4 mu 0 mu R N carré S sur 15L fois I, et on retrouve bien la même valeur de L équivalent. Mais vous voyez que là, j'ai juste besoin d'associer deux réluctances, donc tout le calcul est fait ici. Voilà, le calcul tient sur ça, en fait, à peu près, d'accord? Alors que, bon, en toute rigueur, ici, c'est quand même un peu plus long. Vous voyez, il faut quand même poser des équations, les résoudre, c'est un petit peu plus long. Voilà, donc juste redire un petit peu, je vais aller un peu vite, mais le flux ici, c'est bien le flux à travers la section, donc c'est bien l'équivalent d'une flux à travers une spire. Ne pas mettre le flux total, ici c'est le flux à travers la section. J'insiste bien ici, je vais être un petit peu rapide tout à l'heure, quoique j'avais bien noté le flux total tout à l'heure, mais quand même. Donc voilà pour cet exercice. Donc si on revient rapidement, d'abord l'exercice classique, il faut quand même bien orienter, bien préciser le système, bien appliquer proprement le théorème d'Ampère magnétique pour trouver l'inductance, toujours en n carré. Là, l'idée de décomposer en plusieurs parties en indiquant des lettres, définir des lettres et trouver des systèmes d'équations. Et après, alors une notion que vous ne pouvez pas utiliser, encore une fois, la réluctance n'est pas au programme, mais bon, si elle venait à apparaître dans un sujet, il y aurait sûrement ces premières questions-là, et ensuite vous pourriez l'appliquer comme une question de résistance électrique. Voilà, je vous remercie.